Je suis Alex Mitchell. J'ai 35 ans, et mon propre père m'a envoyé un texto pour me dire que j'étais trop pauvre et embarrassant pour me présenter à sa fête de départ à la retraite, une fête qui se déroulait dans un hôtel de luxe que je possédais secrètement. Avant de vous raconter le moment où la mâchoire de mon père a touché le sol lorsque tout le personnel m'a accueilli comme son patron, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Tout a commencé un mardi, un jour qui ne semblait pas différent des autres. J'étais dans mon bureau, un espace que j'avais conçu pour être mon sanctuaire. Il occupe tout le 60e étage de ce que la ville appelle la Sterling Tower. Les murs de verre me donnent une vue panoramique sur l'horizon, un rappel constant de ce que j'avais construit. Sur le mur derrière mon bureau est accrochée une seule œuvre d'art, une peinture abstraite massive et chaotique qui, de loin, se transforme en une image sereine d'une seule et puissante vague. C'est une métaphore de ma vie. Pour le monde, je suis A.M. Sterling, le fondateur reclus du Saphir Hospitality Group, un nom murmuré dans les revues économiques. Pour ma famille, cependant, je n'étais que Alex, le mouton noir, le fils qui avait troqué une carrière respectable dans la comptabilité pour ce que mon père appelait un travail de serveur glorifié. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traits orange et violet. C'était mon moment préféré de la journée, le bourdonnement tranquille de la ville s'installant dans un rythme doux. Cette paix fut brisée par le vibreur de mon téléphone. L'identification de l'appelant affichait Daniel Cooper. Une vague de nostalgie et de malaise m'envahit. Daniel était mon premier vrai mentor, l'homme bourru et au cœur tendre qui avait vu le potentiel d'un gamin de 25 ans qui n'avait rien à son nom à part des chaussures usées et le feu sacré. Il était aussi, et c'était la partie compliquée, l'un des amis les plus anciens et les plus chers de mon père. Alex, sa voix était lourde, tendue d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Je n'appellerais pas si ce n'était pas une urgence. Je me suis penché en avant, mes coudes sur le marbre froid de mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas, Daniel? Est-ce ta santé? Non, pas moi, mon garçon. Il soupira, un son crépitant de statique et d'inquiétude. C'est ton père. S'affirme. Elle est à bout de souffle. Ils ont des mois de retard sur leur bail. J'ai senti une peur froide et familière se faufiler le long de ma colonne vertébrale. La sensation était si intense qu'elle a ravivé un souvenir vif et indésirable, avoir 15 ans et raconter avec enthousiasme à mon père mon projet d'entreprise d'entretien de pelouse pendant l'été, pour qu'il agite la main avec dédain et me dise que je ferais mieux de réviser pour le SAT, ce même sentiment d'être fondamentalement incompris. Daniel continua, inconscient de la bombe qu'il était en train de lâcher. Ils sont sur le point d'être expulsés, Alex. Il dit à tout le monde que cette fête de départ à la retraite est une célébration, mais c'est une tentative désespérée. Il espère attirer de nouveaux investisseurs pour sauver l'entreprise. Il mise tout sur cette soirée. Mon sang se glaça. Expulsé. Je possédais le bâtiment où se trouvait sa firme, Mitchell & Fils. Au cours des 3 dernières années, c'était moi qui avais secrètement demandé à ma société de gestion immobilière de leur accorder des extensions, de maintenir leur loyer bien en dessous de la valeur du marché, le tout par le biais d'une fiducie aveugle, afin qu'ils ne le sachent jamais. Mon père était sur le point d'être mis à la rue, professionnellement parlant, par moi, et il n'en avait aucune idée. Il pense qu'une fête va sauver un navire en train de couler, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Les mots semblaient creux dans le vaste vide de mon bureau. C'est un homme fier. Tu le sais, dit Daniel. Il fonde tous ses espoirs là-dessus. Je sais que les choses sont difficiles entre vous, mais c'est ton père. Tu devrais être là. Pas pour le passé, Alex, mais pour ce qui reste de son avenir. Cela le brisera. Nous avons raccroché, et j'ai fait pivoter ma chaise pour faire face à la fenêtre. Homme fier. C'était un euphémisme. C'était un homme taillé dans la fierté et les attentes. Comme invoqué par la pensée, mon téléphone vibra à nouveau. Un nouveau texto de Robert Mitchell, mon père, ne vient pas à mon dîner de départ à la retraite au Saphir Grand. C'est uniquement pour les gens qui ont réussi. Tu n'as pas les moyens de te le payer. Ne nous embarrasse pas. L'écran brillait dans la lumière déclinante, chaque mot étant un fantôme numérique de chaque insulte, de chaque rejet que j'avais enduré pendant une décennie. L'ironie était un poids physique qui pesait sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. La fête avait lieu au Saphir Grand, mon hôtel phare, mon joyau. Il essayait de sauver son entreprise d'un bâtiment que je possédais en organisant une fête somptueuse dans un autre bâtiment que je possédais, tout en me disant que je n'étais pas digne d'en franchir les portes.
J'ai regardé l'avis d'expulsion que j'avais affiché sur mon écran et le texto lumineux sur mon téléphone, et à ce moment-là, les années de souffrance, de soutien discret et anonyme, d'engloutissement de ma propre fierté, ont fusionné en un seul point de clarté froide et dure. Daniel avait raison. Je devais y aller. Mais mes raisons venaient de changer. Il ne s'agissait plus seulement de le sauver de la ruine financière. Il s'agissait de mettre fin à la fiction qu'il avait construite autour de moi. Il s'agissait de mettre fin à un mensonge qui durait depuis 10 ans. Je n'allais pas me présenter comme Alex Mitchell, le raté. J'allais arriver en tant que A.M. Sterling, et j'allais laisser la vérité s'exprimer. Pour comprendre pourquoi j'étais prêt à entrer dans cette gueule de lion, vous devez d'abord comprendre la cage qu'ils ont construite pour moi. Vous devez savoir pourquoi A.M. Sterling a dû naître des cendres d'Alex Mitchell. Remontons le temps de 10 ans. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'un diplôme en commerce pour lequel j'ai travaillé dur, et je suis assis dans le salon rigide et formel de la maison de mes parents. C'était un dimanche. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, mais elle ne réchauffait pas la pièce. Mon père, Robert, était dans son fauteuil en cuir, le trône d'où il rendait son jugement. Ma mère, Margaret, s'agitait autour d'un vase de lys, maîtresse de la distraction feinte, et mon frère, Thomas, de 2 ans mon aîné et avocat nouvellement diplômé, était appuyé contre l'encadrement de la porte avec l'arrogance facile d'un homme qui n'a jamais connu un jour de véritable lutte. Il était l'enfant chéri, le fils de Mitchell et fils. Son chemin était pavé d'or. Le mien, il s'avérait, était sur le point d'être emporté. J'ai quelque chose à vous dire à tous, ai-je commencé, ma voix trahissant un léger tremblement. J'ai décidé de quitter la firme. Mon père froissa son journal, un son délibéré et dédaigneux. Ne sois pas absurde, Alexander. Tu as un chemin clair vers un partenariat, un bon salaire. Tout ton avenir est tracé. C'est ça le problème, papa. C'est ta carte, pas la mienne, ai-je dit, trouvant une once de courage. Je veux travailler dans l'industrie hôtelière. Je veux construire des hôtels, gérer des complexes hôteliers, créer des expériences. Il finit par baisser le journal. Ses yeux, de la même nuance de bleu que les miens, étaient glaciales. L'hôtellerie? Tu veux gonfler des oreillers pour gagner ta vie? Nous avons payé pour une formation commerciale de premier ordre pour que tu sois un groom. Sa voix dégoulinait d'une déception si puissante qu'elle ressemblait à de l'acide. Thomas laissa échapper un rire court et aboyant. Tu ne comprends pas, papa? Il ne veut pas de carrière. Il veut un passe-temps. Il veut parler aux gens de leurs vacances. Quoi de neuf ensuite? Devenir directeur de croisière? C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, Thomas, ai-je répliqué, mon visage chauffant. Il s'agit de logistique, d'image de marque, de finance. Alexander, pense à notre position dans la communauté, intervint ma mère, sa voix teintée de panique. Que dirons-nous au Preston? Au Blackwood? Ton frère est un avocat respecté. Ton père est un pilier du monde des affaires, et toi tu veux travailler dans un emploi de service? Nous ne pouvons pas te voir te pointer au dîner de Thanksgiving du club en parlant de ton nouvel uniforme. Le verdict final vint de mon père. Il se leva, sa silhouette de 6 pieds semblant aspirer tout l'air de la pièce. Son visage était rouge d'une colère juste. J'ai bâti le nom de cette famille sur une base de respectabilité et de succès financier. Je ne veux pas qu'un de mes fils le ternisse en gaspillant sa vie. Si tu franchis cette porte pour poursuivre cette fantaisie, alors tu n'es plus un Mitchell à mes yeux. L'héritage Mitchell, le nom, ce n'est pas pour ton genre. N'ose pas revenir en rampant ici quand tu auras inévitablement échoué. Le mot héritage était un coup de couteau délibéré. Il ne parlait pas seulement d'argent. Il parlait d'appartenance. J'ai regardé son visage furieux, le regard détourné de ma mère, le sourire triomphant de mon frère. C'était ça. C'était le moment où je suis devenu un paria. Alors, je me suis levé, mes propres mains tremblant légèrement, et j'ai franchi cette porte. Le clic de la serrure derrière moi était le bruit de la fin de ma vieille vie. Les premières années ont été un enfer particulier. J'ai investi mes maigres économies dans un acompte pour un appartement miteux de la taille d'un placard de l'autre côté de la ville. J'ai décroché un emploi d'assistant de nuit dans un hôtel appelé le Crestview, un endroit qui était à une mauvaise critique d'être condamné. Le salaire était une blague, à peine suffisant pour couvrir le loyer et les nouilles instantanées qui sont devenus mon groupe alimentaire de base. Ma vie est devenue un flou de quart de travail de 16 heures. Je faisais tout.
J'enregistrais des voyageurs fatigués à 3 heures du matin. Je négociais avec des clients en colère à propos de climatiseurs cassés. Je débouchais des toilettes. Je remplaçais les femmes de chambre malades. J'étais épuisé, éreinté. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais vivant. J'apprenais. Je me souviens d'une nuit où une canalisation d'eau a éclaté au 3e étage. L'eau coulait à travers le plafond dans le couloir. Les clients paniquaient. Mon patron était injoignable. Moi, un gamin de 26 ans qui fonctionnait avec 3 heures de sommeil, j'ai dû prendre les choses en main. J'ai fait couper l'eau, j'ai transféré tous les clients du 3e étage dans de nouvelles chambres, j'ai offert leur séjour et j'ai passé le reste de la nuit avec une serpillière et un seau aux côtés du seul concierge de service. C'était misérable, mais c'était aussi la première fois que je me sentais vraiment capable. C'est dans les tranchées du Crestview que j'ai rencontré les 2 personnes qui allaient devenir ma vraie famille. Owen Reynolds était un agent de sécurité, un type discret et observateur qui suivait des cours du soir pour devenir expert comptable judiciaire. Il me trouvait évanoui à la réception, un manuel ouvert sur mes genoux. Il ne disait pas grand-chose. Il faisait juste glisser une tasse de café tiède de la machine devant moi et disait « Ne te consume pas, mec ». Après l'inondation, il est resté avec moi toute la nuit, m'aidant à nettoyer. On ne parlait pas beaucoup, on travaillait juste. À l'aube, nous nous sommes assis sur le trottoir à l'extérieur, complètement épuisés, et avons partagé un beignet rassis. C'est là que j'ai su que c'était un vrai ami. Et puis il y avait Daniel Cooper, le directeur général de l'hôtel. C'était un hôtelier à l'ancienne, dur, exigeant et dont on disait qu'il avait travaillé dans toutes les grandes chaînes hôtelières de la planète. Un soir, il m'a trouvé dans l'arrière-bureau, entouré de piles de factures et de rapports financiers, essayant de comprendre pourquoi nos coûts alimentaires étaient si astronomiques. Je n'étais que le directeur de nuit. C'était bien au-dessus de mes compétences. Je pensais qu'il allait me virer pour avoir outrepassé mes fonctions. Le lendemain, il m'a appelé dans son bureau. « Tu as trouvé l'anomalie dans les factures de produits, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix un grondement sourd. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. « Oui, monsieur. Il semble que notre principal fournisseur nous facture trop d'au moins 15% depuis 6 mois. » Il grogna, un son qui aurait pu signifier n'importe quoi. Puis il jeta un lourd registre sur son bureau. « Je suis au courant depuis une semaine. Je voulais voir si quelqu'un d'autre y prêtait attention. Tu étais le seul. » Il pointa du doigt la chaise en face de lui. « Assieds-toi. Tu veux construire des hôtels ? Tu commences par apprendre à empêcher l'un d'eux de saigner à mort. Ton premier projet, renégocier tous les contrats de fournisseurs que nous avons. Fais-moi un rapport dans 1 mois. » Daniel est devenu mon mentor. Il m'a enseigné le métier brutal et magnifique de l'hôtellerie. Il m'a appris que la loyauté de ton personnel était plus précieuse que le marbre dans ton hall d'entrée. Il m'a appris à voir la valeur là où d'autres ne voyaient que la ruine. Et il m'a donné les mots sur lesquels j'allais bâtir ma vie, le succès ne signifie rien si tu ne peux pas te défendre. Mais le vrai succès, mon garçon, se mesure à la façon dont tu traites les autres quand tu as le pouvoir de t'en aller. J'ai absorbé chaque leçon. J'ai économisé chaque dollar. Lorsque le Crestview était finalement sur le point de couler, j'ai pris le plan d'affaires que j'avais secrètement écrit pendant 1 an et je suis entré dans la plus petite banque que j'ai pu trouver. J'étais terrifié, mais les mots de Daniel résonnaient dans ma tête. Je me suis défendu. J'ai obtenu le prêt. J'ai acheté l'hôtel. Je l'ai rebaptisé le Saphir. Avec Owen et une petite équipe loyale de l'ancien personnel, nous l'avons vidé et reconstruit. Nous nous sommes concentrés sur le service, sur les détails, sur le fait que chaque client se sente vu. En 1 an, nous faisions des bénéfices. C'était le début. C'était la première brique de l'Empire. C'est alors que j'ai fait le choix d'honorer le décret de mon père. Il avait banni Alex Mitchell. Très bien. Je construirai mon monde en tant que quelqu'un d'autre. J'ai fondé ma société sous le nom de A.M. Sterling, A.U. pour Alexander, M.E. pour mon 2e prénom, Michael, et Sterling pour le nom de jeune fille de ma mère, un hommage discret et amer à la famille que j'avais perdue. J'ai engagé un collègue de confiance pour être le PDG public, celui qui donnait les interviews et ornait les couvertures de magazines. Je suis resté dans l'ombre, l'architecte de tout cela. Cela m'a donné la liberté de travailler, de construire sans le fardeau de mon passé. Et j'ai construit. Au cours de la décennie suivante, Saphir Hospitality s'est développé, 35 hôtels,
des complexes hôteliers de luxe, des chaînes de restaurants. L'argent était stupéfiant, mais ma vie était compartimentée. J'ai gardé un regard distant et douloureux sur les Mitchell. J'ai vu Thomas obtenir sa promotion. J'ai vu son annonce de fiançailles dans le journal. Par le biais de mon équipe juridique, j'ai créé la fiducie aveugle. C'était un tampon, un moyen pour moi de leur apporter un soutien sans avoir à endurer la piqûre de leur rejet. J'ai acheté leur immeuble de bureau pour sauver la firme de mon père d'un propriétaire moins indulgent. J'ai couvert les frais médicaux croissants de mes parents. C'était une façon étrange et stérile d'être un fils. Quelques tentatives d'appel à la maison au fil des ans ont été accueillies avec le même rejet froid. Oh, Alexander. Bonjour. Oui, nous allons bien. Thomas vient d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat. Nous sommes si fiers. Tu gères toujours ce restaurant? C'est bien. Je dois y aller, mon chéri. Clic. Chaque appel était une nouvelle blessure. Alors que je me tenais là à ajuster les poignets de mon costume sur mesure, je savais que je n'entrais pas simplement dans une fête. J'entrais dans le point de croisement de mes deux vies. Owen, maintenant mon chef de la sécurité mondiale impeccablement vêtu, se tenait à mes côtés. Tu n'es pas obligé de faire ça, Alex, dit-il doucement. Je sais, dis-je, ma main touchant le dossier dans la poche de mon manteau, le dossier avec l'acte de propriété de la villa Toscane, mon offrande de paix. Mais je pense qu'il est enfin temps qu'il rencontre A.M. Sterling. L'entrée du Saphir Grand était une arche élégante de verre et d'acier poli, une porte d'entrée vers un monde que j'avais méticuleusement façonné. Ce soir, cela ressemblait plus à l'entrée d'un colisée. Mon colisée. J'ai demandé à Owen de me déposer au bord du trottoir depuis une berline banale. Je voulais entrer en tant qu'Alex Mitchell, l'homme qu'il pensait connaître. Au moment où mon pied a touché le trottoir immaculé, la porte principale s'est ouverte, mais pas par un portier. Mon frère, Thomas, est sorti, se plaçant carrément sur mon chemin. Il portait un smoking un peu trop serré, un peu trop tape à accent grave-l'œil. Le sourire suffisant qu'il arborait, cependant, lui allait à merveille. C'était le même qu'il portait il y a 10 ans lorsque j'étais banni. Certaines choses, je suppose, ne changent jamais. Tiens, traîna-t-il, ses yeux parcourant lentement et de manière insultante mon simple costume sombre. Regarde ce que le chat a ramené. Je suis honnêtement surpris que tu aies le culot de montrer ta tête. Papa t'a envoyé le texto, n'est-ce pas? Ou as-tu aussi du mal à payer ta facture de téléphone ces jours-ci? J'ai reçu le texto, Thomas, ai-je dit, ma voix d'un calme constant que je ne ressentais pas à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Alors tu connais la musique. Il gonfla sa poitrine, affirmant physiquement sa domination sur l'espace. C'est une fête privée pour les amis et la famille, ceux qui ont réussi, ceux qui peuvent se permettre d'être ici. Il se pencha, sa voix baissant à un murmure conspirateur destiné à piquer. Le champagne qu'ils servent coûte plus par bouteille que ton salaire hebdomadaire. Alors rends-nous service, fais demi-tour avec ta petite voiture de location et retourne dans le trou d'où tu es sorti. N'embarrasse pas papa lors de sa grande soirée. Chaque mot était une fléchette soigneusement choisie, visant le jeune homme de 25 ans insécurisé dont il se souvenait. Mais il ne parlait plus à cette personne. À travers la vitre derrière lui, je pouvais voir les lustres scintillants et les invités bien habillés se mêlant à l'intérieur mes invités dans mon hôtel. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Thomas. Je veux juste le voir, ai-je dit, ma mâchoire serrée si fort que je pouvais sentir un mal de tête commencer. Et il ne veut pas te voir. Une voix aiguë intervint. Ma mère, Margaret, se matérialisa aux côtés de Thomas où une vision en soie émeraude et en ce qui était probablement de très cher, mais faux, diamant. Je connaissais le joaillier qui avait conçu la vraie version de ce collier. Alexander, pour l'amour du ciel, et un peu de dignité. Thomas est associé dans son cabinet d'avocat maintenant. Nous essayons de maintenir un certain niveau. Ta présence ici, ce n'est tout simplement pas approprié. Nous ne pouvons pas t'emmener au club pour le réveillon de Noël si les gens pensent que tu es en difficulté. Comme sur commande, le troisième membre de leur comité d'accueil est apparu, Vanessa, la fiancée de Thomas, une femme dont l'ambition était aussi vive et froide que ses pommettes. Elle jeta un regard de profond dégoût à mes chaussures en cuir parfaitement bonnes avant de croiser mon regard. Tu gères toujours cette petite chaîne de restaurants, Alex, demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle parlait à un enfant particulièrement simple d'esprit. Tu sais, je dois te féliciter.
L'audace pure est presque impressionnante. C'est comme si tu voulais que les gens aient pitié de toi. Est-ce le même costume que tu portais au mariage de ta cousine Jenny il y a 5 ans? Les trois formaient un mur parfait et unifié de condescendance. Ils étaient tellement absorbés par leur performance, tellement certains de leur supériorité, qu'ils étaient aveugles à l'absurdité de tout cela. Ils m'empêchaient d'accéder à ma propre propriété, se moquant de mes finances tout en se tenant à l'ombre de mon succès. Alors que Vanessa se moquait de mon costume, j'ai eu un souvenir fugace de la dernière retouche dans un salon tranquille en Italie, le vieux tailleur souriant et me disant que c'était un chef-d'œuvre. Le contraste était vertigineux. Une partie de moi, la partie blessée, avait envie de crier. Elle voulait tout déballer là, sur le trottoir. Mais ce n'était pas le plan. Le plan était plus froid, plus précis. J'ai laissé un petit sourire illisible effleurer mes lèvres. J'ai regardé au-delà de Thomas, mes yeux se concentrant sur un point à l'intérieur du hall. Je n'en serais pas si sûr, Thomas, ai-je dit, ma voix toujours calme. Il fronça les sourcils, déconcerté par mon manque de réaction. Il se trouve que je sais que le propriétaire de cette chaîne d'hôtels est un homme très discret, un peu reclus, mais il a une politique stricte, chaque client est traité avec respect, quelle que soit sa position perçue dans la vie. Toi, un avocat, tu devrais savoir mieux que de faire des suppositions. Ma réponse calme, presque académique, sembla le déconcerter plus qu'une explosion de colère ne l'aurait fait. Avant qu'il ne puisse formuler une réplique, j'ai vu Owen s'approcher de l'intérieur. Il portait son propre costume parfaitement taillé, un écouteur niché dans son oreille, se déplaçant avec une détermination calme qui attirait l'attention. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à ma famille. Il s'est dirigé droit vers moi, son expression professionnelle. « Ahem » dit-il, sa voix claire et résonnante portant facilement dans l'espace calme. « Mes excuses pour le retard. Votre table est préparée. La chef Michel retient l'amuse-bouche pour votre approbation finale, et je me suis permis de reprogrammer votre conférence téléphonique de 9h avec la délégation de Tokyo à 11h. J'ai pensé que vous apprécieriez peut-être un début plus tardif demain. » Le silence qui s'ensuivit fut immédiat et absolu. C'était comme si un aspirateur avait aspiré tout le son de la rue. La bouche de Thomas s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. « M » finit-il par étouffer, les deux lettres sonnant comme une langue étrangère. La main de ma mère vola vers sa poitrine, ses jointures blanches contre la soie verte. Le visage de Vanessa, qui avait été une toile de mépris suffisant, était maintenant complètement effacé par le choc. Un portier, qui avait observé l'échange, vit la posture déférente d'Owen et se précipita, tirant la lourde porte de verre pour l'ouvrir. Il me fit un signe de tête avec un respect exercé. « Bonsoir, monsieur. »« Bienvenue. » Owen me fit signe de le précéder. Alors que je franchissais le seuil pour entrer dans la lumière chaude et scintillante du hall, la responsable de la réception, une jeune femme brillante nommée Rachel Chin, que j'avais personnellement interviewée, leva les yeux, son visage s'illumina d'un sourire rayonnant et accueillant. « Monsieur Sterling » s'exclama-t-elle, sa voix portant à travers le sol en marbre. « Bienvenue à nouveau. Nous espérons que votre vol a été confortable. La suite présidentielle est prête pour la célébration de votre père. Dois-je les informer de votre arrivée, monsieur Sterling ?» Le nom atterrit comme une grenade au milieu de ma famille. J'ai vu la reconnaissance éclairer les yeux de Vanessa en premier. C'était une avocate. Elle lisait les pages financières. Elle connaissait ce nom. J'ai vu la confusion naissante sur le visage de ma mère. Je ne me suis pas retourné. J'ai simplement adressé un sourire chaleureux à Rachel. « Merci, Rachel. Ce serait merveilleux. » Et sur ce, je suis entré au cœur de mon empire, laissant les ruines de l'arrogance de ma famille brisées sur le trottoir derrière moi. La marche de l'entrée à l'ascenseur privé ressemblait à un rêve. Le hall du Saphir Grand était animé par l'activité tranquille d'un hôtel 5 étoiles lors d'une soirée animée. Pour moi, c'était une symphonie que j'avais dirigée. Je connaissais l'acoustique de la pièce, la source du léger parfum de thé blanc et d'agrumes dans l'air, le nom de l'artiste qui avait peint la toile abstraite derrière le bureau du concierge. Chaque membre du personnel que je croisais offrait une reconnaissance subtile et professionnelle, un hochement de tête net du chef concierge, un sourire chaleureux d'une serveuse arrangeant une table au bar du hall, une légère révérence de l'un des agents de sécurité postés discrètement près de l'entrée. Il n'était pas servile. C'était quelque chose de mieux, un respect tranquille et partagé. Il me connaissait sous le nom de Monsieur Sterling, le propriétaire exigeant mais juste qui se souvenait de leur nom et appréciait leur travail. Derrière moi,
je pouvais entendre les pas hésitants et traînants de ma famille. Ils me suivaient dans un monde qu'ils ne comprenaient pas, un monde où les rôles avaient été violemment et inexplicablement inversés. Je pouvais sentir leur confusion rayonner comme de la chaleur. « Votre père est dans la suite présidentielle » murmura Owen à mes côtés, sa voix basse. Il l'a réservé avec sa carte platine. J'ai vérifié le numéro. Il est à quelques centaines de dollars d'être refusé. J'ai secoué la tête. La performance de la richesse a toujours été plus importante pour lui que la réalité. Alors que nous atteignions les portes dorées de l'ascenseur privé, je pouvais entendre les chuchotements frénétiques de ma mère. Sterling. Robert, n'est-ce pas le nom de l'homme qui a acheté l'ancien bâtiment Harrison? Celui que Thomas a dit être un investisseur fantôme étranger? La réponse de Thomas fut un son étranglé et incohérent. Vanessa, cependant, était d'un silence de mort. Les engrenages de son esprit juridique aiguisé tournaient à un rythme effréné. Elle ne pensait plus à mon costume bon marché. Elle pensait à la demande de location de plusieurs millions de dollars de son cabinet pour la Sapphire Tower, une demande qui était actuellement sur mon bureau, attendant ma signature personnelle. Elle pensait à son futur partenariat, une promotion qui dépendait de l'obtention de ce même bail. Elle réalisait qu'elle venait d'insulter l'homme qui tenait toute sa carrière dans le creux de sa main. L'ascenseur arriva avec un doux tintement. Nous sommes entrés. Les portes se sont fermées, nous enfermant tous les quatre dans une petite boîte étouffante d'acajou poli et de silence stupéfait. J'ai attrapé mon reflet dans la surface miroitante. Thomas tripotait ses boutons de manchette, un tic nerveux que je n'avais pas vu depuis qu'il était enfant. Ma mère lissait une ride inexistante sur sa robe, son regard fixé sur le sol. Les yeux de Vanessa allaient partout, calculant, évaluant, cherchant sans doute une issue. Je restais juste calme. Je ne le ressentais pas. À l'intérieur, une tempête de 10 ans de ressentiment faisait rage. Lorsque les portes se sont rouvertes, nous étions dans un vestibule privé. Une musique douce et le murmure de conversation provenaient des portes ouvertes de la suite présidentielle juste devant. Une serveuse en uniforme impeccable nous attendait. Elle me sourit chaleureusement. « Monsieur Sterling, bienvenue. Un verre de Dom Pérignon 98 que vous avez demandé pour la célébration. » « Merci, Maria, ai-je dit en prenant une flûte. » Ma famille regardait fixement. Ils ont regardé Maria, puis moi, comme s'ils essayaient de résoudre une équation impossible. J'avais utilisé le nom de la serveuse. Nous sommes entrés dans la suite. C'était un espace vaste avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. 50 ou 60 personnes, les piliers du monde social et professionnel de mon père, étaient regroupés en conversation, tenant des verres de mon champagne, mangeant des canapés préparés par mon chef. Mon père était dans son élément. Il se tenait au centre de la pièce, tenant un verre de scotch, régalant un petit groupe avec une histoire. Il riait, son visage rouge de bonhomie. Il jouait le rôle du patriarche bien-aimé, l'homme d'affaires respecté, entrant dans une retraite dorée. Puis ses yeux m'ont trouvé à l'entrée. Son sourire disparut, remplacé par un éclair de pure fureur. Il s'excusa et commença à s'approcher de moi, se frayant un chemin à travers ses invités avec une détermination sombre. Alexander, sifflait-il en me rejoignant, sa voix un grognement bas et vicieux destiné uniquement à mes oreilles. Je n'ai jamais été aussi embarrassé de ma vie. Je t'ai donné un ordre direct. Tu vas partir à l'instant même. Sors d'ici avant que je ne fasse intervenir la sécurité pour te faire sortir. Avant que je puisse formuler une réponse, un homme debout à côté de mon père se tourna. C'était Walter Harrison, un vice-président exécutif de l'une des plus grandes banques du pays. Walter était un homme que mon père courtisait depuis des années pour une validation à la fois professionnelle et sociale. Le sourire professionnel de Walter se figea sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas vers mon père, mais vers moi. Un regard de choc total et absolu le submergea. Il ignora complètement la présence de mon père et tendit la main vers moi. « Monsieur Sterling » s'exclama-t-il, sa voix résonnant légèrement de surprise. « Mon Dieu, je ne savais pas que vous étiez de retour aux États-Unis. Mon bureau essaie d'obtenir un rendez-vous avec vous depuis des mois. Cette proposition de prêt pour notre nouvelle division technologique? Elle a besoin de votre approbation finale. » Mon père se raidit. Sa main, qui s'était déplacée pour saisir mon bras, s'arrêta en plein vol. Il regarda la main tendue de Walter, puis mon visage. Il entendit le nom Monsieur Sterling. Il entendit les mots « proposition de prêt, approbation finale ».
Les concepts étaient si étrangers par rapport à moi que son cerveau semble court-circuiter. Walter, comment l'as-tu appelé, balbutia-t-il. Walter, manquant complètement le drame familial qui se déroulait, laissa échapper un petit rire. C'est A.M. Sterling, Robert, le fondateur de Saphir Hospitality. C'est l'un des investisseurs privés les plus importants du pays. Ne me dites pas que vous vous connaissez. Comme pour enfoncer le clou, James Preston, l'associé principal de Preston & Whitmore, entra dans le cercle. C'était un homme qui pouvait sentir l'opportunité à 1 kilomètre à la ronde. Sterling. Ses yeux s'illuminèrent de l'éclat avide d'un prédateur. Lui aussi ignora mon père. James Preston. Mon cabinet a sa proposition de location phare pour la Saphir Tower sur votre bureau, un accord crucial pour l'avenir de notre cabinet. Il lança ensuite un regard appuyé à Thomas, qui était paralysé derrière ma mère. Votre frère, mon associé subalterne, m'a assuré qu'il avait une relation personnelle avec le propriétaire. Je commence à voir que cette relation est bien plus directe qu'il ne nous l'a fait croire. Le coup final et dévastateur vint d'une mondaine notoire nommée Elizabeth Blackwood, une femme que ma mère admirait désespérément. Elle laissa échapper un halètement théâtral. Mitchell? Votre nom de famille est réellement Mitchell, Robert, dit-elle, sa voix portant à travers la pièce désormais silencieuse. Est-ce votre autre fils? Celui dont vous m'avez dit qu'il avait tellement de mal à trouver sa voix? Celui qui était serveur? La fête mourut. La musique sembla s'estomper. Chaque personne dans cette pièce se tourna pour regarder fixement. Ils ont regardé mon père, dont le visage avait maintenant la couleur de la cendre. Ils ont regardé ma mère, qui s'accrochait au bras de Thomas comme s'il s'agissait d'un canot de sauvetage. Ils ont regardé mon frère, qui avait l'air sur le point de vomir. Et ils m'ont regardé. Mon père fit un pas involontaire en arrière, trébuchant légèrement. Le regard dans ses yeux n'était plus de la colère. C'était une horreur profonde qui brisait le monde. Il ne réalisait pas seulement que son plus jeune fils avait réussi. Il réalisait, devant tous ses pairs, que toute la philosophie de sa vie, son culte du succès et son mépris pour l'échec perçu, venaient d'être publiquement, spectaculairement et irrévocablement prouvés être un mensonge. Et le gardien de cette vérité était le fils même qu'il avait jugé sans valeur. Le silence dans la pièce était une chose vivante. Il était épais et lourd, ponctué uniquement par le cliquetis de la glace dans un verre oublié. Les invités ne se contentaient pas d'assister à une dispute familiale. Ils étaient témoins de l'exécution publique de l'identité entière d'un homme, l'identité de mon père. Ils me regardaient, la bouche bée, son monde soigneusement construit gisant en ruine fumante à ses pieds. L'homme qui avait toujours eu une réponse, un jugement, une proclamation, était complètement sans voix. Ma mère fut la première à réagir. Ses instincts de survie sociale, aiguisés pendant des décennies de politique de country club, prirent le dessus. Elle se détacha de Thomas et se précipita à mes côtés, son visage un masque théâtral de joie maternelle. « Oh, Alexander, mon garçon brillant !» Sa voix, aiguë et anormalement forte, tranchait le silence. Elle attrapa mon bras, sa prise comme un étau. « J'ai toujours su ça. Je l'ai dit à ton père, n'est-ce pas, Robert? J'ai dit que notre garçon est un génie. Il joue juste un jeu à long terme. Nous sommes si fiers. » La performance était si manifestement fausse qu'elle était pénible à regarder. Le passage du dédain froid sur le trottoir à la fierté débordante dans la suite était un coup de fouet. Je la regardai dans les yeux et ne vis que de la panique aveugle. Je décrochai doucement mais fermement ses doigts de mon bras. « Maman, pas maintenant, dis-je, ma voix basse et finale. » Son visage s'affaissa. Sa meilleure arme, l'émotion manipulatrice, venait d'être rendue inutile. Je scrutai la pièce. Vanessa avait disparu. Pas de sortie dramatique, pas d'adieu larmoyant à son fiancé. Elle avait simplement évalué le nouvel équilibre des pouvoirs, réalisé que sa position était intenable et s'était évanouie. Une coupe nette. Je devais lui reconnaître son efficacité impitoyable. Mon regard se posa ensuite sur Thomas. Il était une épave. Il s'était réfugié dans un coin, le visage cendré, les mains tremblant si violemment qu'il ne parvenait pas à tenir son téléphone stable. Il n'était plus le prince suffisant. Il n'était plus qu'un homme terrifié qui avait parié sur le mauvais cheval et qui venait de réaliser que le cheval, le jockey et l'ensemble de l'hippodrome appartenaient à la personne qu'il avait tenté de faire trébucher à la porte de départ. Il était temps de mettre fin à son suspense.
Je traversai la pièce pour aller vers lui. Il tressaillit à mon approche, refusant de lever les yeux. « Dis-moi quelque chose, Thomas » commençai-je, ma voix dangereusement calme. « En tant qu'avocat, tu crois en l'éthique, n'est-ce pas? En la déontologie ?» Il leva les yeux, confus par la question. « Quoi? Bien sûr. Bien. Alors, comment appellerais-tu, professionnellement parlant, le fait qu'un avocat appelle une institution financière pour répandre de fausses rumeurs sur un membre de sa famille afin de l'empêcher d'obtenir un prêt commercial? Quel est le terme juridique pour cela? » La couleur quitta son visage lorsqu'il réalisa où cela allait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je pense que si. Je sortis le mince dossier en cuir de ma veste. Il semblait lourd dans ma main. Tu vois, après avoir été refusé par toutes les banques de la ville il y a 10 ans, je suis devenu curieux. Il m'a fallu des années et beaucoup d'argent, mais j'ai fini par découvrir pourquoi les personnes puissantes laissent des traces écrites, Thomas, même quand elles pensent être intelligentes. J'ouvris le dossier et en sortis une seule feuille de papier. C'était une déclaration sous serment d'un agent de crédit, un vieux camarade de collège de Thomas. Il s'était manifesté des années plus tard, rongé par la culpabilité. J'en lus un extrait, ma voix froide et claire. Thomas Mitchell m'a dit que son jeune frère, Alexander, était émotionnellement instable et un risque de fuite. Il a dit qu'il avait des antécédents de mauvaises décisions financières et que tout prêt qui lui serait accordé serait une perte totale. Il a présenté cela comme une préoccupation pour la banque, mais j'ai eu l'impression qu'il essayait activement de saboter son frère. Je levai les yeux de la page et croisai son regard terrifié. Il continue, Thomas, en détail. Il décrit comment tu l'as appelé à 3 reprises pour t'assurer que le prêt était refusé. Un sanglot étouffé s'échappa des lèvres de mon frère. Tu n'as pas seulement regardé papa me jeter dehors, dis-je, les mots comme des éclats de glace. Tu es allé derrière mon dos et tu as essayé de verrouiller la porte. Tu as essayé de garantir mon échec. Tu voulais être le seul fils restant. Je sortis alors le deuxième document. Et ceci est une notification formelle au partenaire principal de ton cabinet, James Preston. Elle détaille les fausses déclarations matérielles et les manquements à l'éthique que tu as commis dans ta demande de bail pour la Sapphire Tower. Considère ta promotion, et probablement toute ta carrière dans ce cabinet, comme terminée. C'est fini pour toi. Il ne se battit pas. Il ne discuta pas. Tout l'air le quitta. Il s'affaissa sur sa chaise, une coquille vide d'homme, et finit par enfouir son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux et pathétiques. Je ne ressentis rien, ni pitié, ni triomphe, juste un vide immense et froid. Je me tournai et sortis sur la terrasse, l'air frais de la nuit un soulagement bienvenu. La ville scintillait en contrebas, un océan de lumière, indifférente aux petits drames humains qui se jouaient dans les tours qui la surplombaient. La porte vitrée coulissa derrière moi. C'était mon père. Il ressemblait à un étranger. La fanfaronnade, l'arrogance, tout avait disparu, laissant un vieil homme frêle. Il vint se tenir à côté de moi à la balustrade. « Mon père, ton grand-père, est arrivé dans ce pays sans rien » commença-t-il, sa voix basse et lointaine. « Il a bâti une petite entreprise à partir de rien. Il m'a toujours dit, Robert, un homme n'est rien sans un héritage, un nom qui signifie quelque chose. J'avais si peur de lui faire défaut. Je pensais que le succès, un bon nom, une profession respectable. Je pensais que c'était la seule chose qui comptait, le seul héritage qui vaille la peine d'être légué. » Il finit par se tourner vers moi, les yeux remplis d'une confusion désespérée et suppliante. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Alexander? Pourquoi aurais-tu caché tout cela? » Un rire amer s'échappa de mes lèvres. « Vous dire, papa? À quand remonte la dernière fois où tu m'as réellement écouté? La dernière fois où j'ai essayé de te parler de ma passion, tu m'as dit que je n'étais plus un Mitchell. Tu ne voulais pas d'un fils avec des rêves. Tu voulais un fils qui soit une copie conforme de toi. Tu voulais Thomas. J'avais tort, articula-t-il péniblement, les mots difficiles à prononcer. J'étais un idiot. Je suis si fier de toi, mon fils. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Voilà. La question qu'il pensait allait tout arranger. L'appel au pardon offert seulement maintenant que j'avais prouvé ma valeur dans la seule monnaie qu'il appréciait, l'argent et le pouvoir. Il n'était pas fier de moi. Il était fier de mon portefeuille. À ce moment-là, une partie sombre et laide de moi fit surface.
Le jeune homme de 25 ans blessé à l'intérieur voulait lui faire mal. Il voulait ricaner et dire « Te pardonner ? Je suis sur le point de saisir ta société. » C'est ça, le pardon ? Il voulait le voir complètement et totalement brisé. Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de Daniel, se défendre. C'était le test. Allais-je devenir une image miroir de mon père, utilisant le pouvoir pour blesser, ou allais-je être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur ? J'ai choisi le meilleur. Il n'a jamais été question de pardon, papa, dis-je, ma voix enfin stable. Il s'agit de respect. Tu n'as jamais été fier de moi. Tu es fier de ça. Je fis un geste de la main, indiquant la ville tentaculaire. Tu es fier de ce qu'à point Monsieur Sterling a construit. Tu n'as jamais respecté Alex Mitchell. Tu n'as pas respecté les journées de 16 heures, les dîners de nouilles ramen, le risque, la lutte, la passion. Tu ne respectes que le résultat final poli. Et je ne peux pas te pardonner cela, car ton respect n'a jamais été le mien à gagner. Il était censé être inconditionnel. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis le dossier contenant l'acte de propriété de la villa en Toscane. Je le plaçai sur la petite table entre nous. Ce poids semblait immense. C'était ton cadeau de retraite, dis-je doucement. Une offrande de paix, je suppose. Maintenant, ce n'est plus qu'un morceau de papier. Je le laisse là, mais c'est la preuve que le fils que tu as rejeté ne t'a jamais complètement rejeté. Pense à ça. Je lui tournai le dos et retournai dans la fête silencieuse et brisée, le laissant seul avec la ville, l'acte et la vérité dévastatrice. Rentrer dans la suite, c'était comme entrer au lendemain d'une bataille. L'air était lourd de tension. Les invités restants, ceux qui étaient trop fascinés par le drame ou trop flagorneurs pour partir, étaient regroupés en petits groupes chuchotants. La musique avait été coupée. Le silence était plus fort. Ma mère m'intercepta avant que je n'aie fait 3 pas, son visage une ruine de fond de teint strié de larmes. « Alexander, nous pouvons réparer ça, » implora-t-elle, sa voix un murmure désespéré et craquant. « Nous sommes une famille. Nous pouvons recommencer. Une famille doit être ensemble. » Elle tendit la main vers moi, les mains tendues comme pour rassembler physiquement notre famille brisée. Je levai la main, non sans gentillesse, mais avec une fermeté indéniable. C'était une barrière, la première véritable limite que j'avais jamais érigée entre nous. Nous allons parler, maman, dis-je, ma voix égale. Mais pas ce soir. Ce soir est terminé. La finalité de mon ton la glaça sur place. Elle me regarda fixement, son esprit incapable de concevoir un scénario où ses appels émotionnels n'avaient aucun effet. Elle était un général sans armée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'un des anciens partenaires commerciaux de mon père, un homme nommé Henderson, essaya de m'intercepter, un sourire visqueux et flagorneur sur le visage. « Monsieur Sterling. Alex, mon garçon. J'ai toujours vu le feu en toi. On devrait faire un parcours de golf un de ces jours, discuter de quelques synergies. » Je ne ralentis même pas. Je le regardai droit dans les yeux et dis, « Je ne joue pas au golf, Henderson. » Je le laissai là, son faux sourire figé sur son visage. La dernière confrontation de la nuit, cependant, était encore à venir. Juste au moment où je pensais être libre, Vanessa réapparut. Il s'avéra qu'elle n'avait pas fait sa sortie finale. Elle s'était simplement retirée pour se regrouper. Elle sortit des toilettes, son rouge à lèvres réappliqué, son sang-froid retrouvé. C'était une guerrière. Je devais lui reconnaître cela. Elle passa devant Thomas, qui était toujours affalé sur sa chaise, une non-entité. Elle marcha directement vers moi, les yeux brillants d'une nouvelle stratégie terriblement ciblée. « Alex, commença-t-elle, sa voix un ronronnement bas et intime. Je te dois des excuses. J'ai été mal informé. Il est clair pour moi maintenant que tu es le véritable visionnaire de cette famille. Ce que tu as accompli est époustouflant. » Elle fit un pas de plus. J'ai toujours été attiré par le pouvoir, par la vision. Thomas, je vois maintenant, n'a ni l'un ni l'autre. Il était une erreur stratégique. Toi et moi, en revanche, je pense que nous pourrions former une équipe formidable. Professionnellement, bien sûr. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un dîner. L'audace était stupéfiante. Elle tentait d'abandonner son fiancé et de se tourner vers moi dans le même souffle, en plein milieu de l'épave de la vie de ma famille. Elle voyait cela non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité d'OPA hostile.
Je laissai un sourire froid et mince toucher mes lèvres. Vanessa, tu es avocate. Laisse-moi parler en termes que tu comprendras. Je fis une pause, la laissant se pencher avec anticipation. Ton association avec mon frère n'était pas un mauvais jugement. C'était une fusion calculée que tu espérais verrait conduire à une acquisition rentable de statut, mais il vient d'être révélé que ton cabinet partenaire est insolvable. La fusion est annulée, et il n'y aura pas de nouvelles négociations. Je me penchai un peu plus près maintenant. Je crois que tu sais où est la sortie. Ne te fais pas frapper en sortant. Son visage, pour la première fois, se colora d'un rouge profond et marbré de pure fureur et d'humiliation publique. Son masque ne se fissura pas seulement, il se désintégra. Elle me lança un regard de pure haine, se retourna sur ses talons et sortit de la suite sans un seul regard en arrière. Cette fois, c'était pour de bon. Finalement, il n'y avait plus que mon père. Il était entré de la terrasse, serrant le dossier en cuir contre sa poitrine comme un texte sacré. Il avait l'air complètement vaincu. Le combat avait disparu. Il ne restait plus qu'un homme calme et vidé. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Ce n'était pas une exigence. Ce n'était pas une supplique. C'était la simple question terrifiée d'un homme qui venait de perdre la carte de sa propre vie. « Maintenant, dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement, tu vas réellement pouvoir prendre ta retraite. Demain matin, une équipe de ma société, dirigée par Owen, commencera un audit discret de Mitchell & Son. Ils seront professionnels et respectueux. J'éplai les choses, ne laissant aucune place aux malentendus. Je vais personnellement absorber les dettes de la société. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les 20 employés qui ont travaillé pour toi pendant des années et qui méritent de conserver leur retraite. Ils recevront tous de généreuses indemnités de licenciement. Tes clients seront transférés à d'autres cabinets réputés. Je vais m'assurer que le nom Mitchell ne soit pas traîné dans une faillite publique désordonnée. Ton héritage professionnel, ce qu'il en reste, sera propre. Il hocha lentement la tête, assimilant les conditions de son sauvetage. C'était un sauvetage, pas un partenariat. Et Thomas, chuchota Théil, ses yeux se posant sur son fils catatonique. Je regardais mon frère, l'enfant chéri, maintenant terni au-delà de toute reconnaissance. La tentation de la vengeance était un faible goût amer au fond de ma gorge. Mais quel serait l'intérêt? Il était déjà un fantôme. Thomas est un adulte, dis-je, les mots se sentant lourds et définitifs. Je ne vais pas remettre les preuves de son sabotage au barreau. Je ne vais pas activement le ruiner, mais je ne vais pas l'aider non plus. Son fonds fiduciaire, celui que tu as créé pour lui, est maintenant sans valeur, car les actifs du cabinet ont disparu. L'héritage qu'il craignait tant de me voir partager a disparu. Il devra se débrouiller seul pour la première fois de sa vie. Les conséquences lui appartiennent. Mon père ferma les yeux, une seule larme traçant son chemin sur sa joue ridée. C'était le prix de son favoritisme venu à échéance enfin. Owen apparut à mon coude. La voiture attend, Alex. J'acquiesçai et me tournai pour partir. Alors que j'atteignais la porte, ma mère parla une dernière fois, sa voix petite et perdue. Pourquoi, Alexander? Après tout ça, pourquoi nous aides-tu du tout? Je m'arrêtai sur le seuil, regardant les deux personnes qui m'avaient créé puis rejeté. Parce que, dis-je doucement, c'est ce qu'un fils est censé faire. Et puis je sortis, les laissant dans la cage silencieuse et dorée qu'ils avaient construite pour eux-mêmes. Les 6 mois suivants furent un marathon de manœuvres juridiques et financières. Dissoudre une société, même petite, est une affaire compliquée. Mais ce fut aussi une période de reconstruction étrange et tranquille, non seulement des bilans, mais des vies. Je tins ma promesse. Mitchell & Son fut mis au repos avec dignité. Ses employés furent pris en charge. Ses clients furent protégés. Le nom de mon père fut épargné de l'humiliation publique de la faillite. Lui et ma mère vendirent la grande maison vide de la banlieue et emménagèrent dans un condo confortable mais beaucoup plus modeste en centre-ville. Le fonds fiduciaire aveugle fut dissous, et j'en créai un nouveau, transparent, pour gérer leurs besoins médicaux continus. Il n'y avait plus de secret. J'obtenais des nouvelles de mon père par l'intermédiaire de Daniel. Après des semaines d'errance sans but, il avait commencé à faire du bénévolat dans un organisme à but non lucratif qui offrait des conseils financiers aux familles à faible revenu. Il utilisait ses décennies d'expérience en comptabilité pour aider des personnes qui étaient vraiment en difficulté, et non pour gonfler un résultat net. Un après-midi,
je suis passé au centre communautaire à l'improviste. Je l'ai vu à travers la vitre d'un petit bureau, expliquant patiemment un budget à un jeune couple qui avait l'air terrifié et dépassé. Il était doux. Il était gentil. Il ne m'a pas vu, et je suis parti sans dire un mot. C'était un acte de pénitence silencieux, et pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de quelque chose qui ressemblait au respect pour lui. Thomas, comme je l'avais prédit, a chuté de haut. Sans le filet de sécurité de la réputation ou de l'argent de mon père, sa carrière chez Preston et Whitmore prit fin. On lui demanda de démissionner discrètement pour éviter une enquête formelle sur l'éthique. J'ai reçu un appel de mon avocat quelques mois plus tard. Vanessa avait demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Sa fusion stratégique avait échoué, alors elle liquidait ses actifs. La dernière fois que j'ai entendu parler de Thomas, il travaillait comme assistant juridique, noyé sous la paperasse dans un petit cabinet spécialisé dans les lésions corporelles à 1 heure de route de la ville. Il était passé de prince à serf. Nous ne nous étions pas parlé. Le silence entre nous était un gouffre trop large pour être traversé. Ma propre relation avec mes parents a commencé à se transformer en quelque chose de nouveau et d'étrange. Ce n'était pas la famille chaleureuse et aimante des sitcoms télévisés. C'était intentionnel. Nous avions un appel téléphonique programmé tous les dimanches après-midi. Nous dînions 1 fois par mois dans un restaurant tranquille de mon choix. Ces rencontres étaient souvent maladroites, naviguant dans un champ de mines de choses non dites, mais elles étaient constantes. Elles étaient un effort. Un mardi soir, environ 8 mois après la fête, je suis allé dîner dans leur condo. Ma mère avait insisté pour cuisiner. C'était, en soi, un événement monumental. Aussi loin que je me souvienne, elle avait confié la cuisine à des traiteurs, considérant sa propre cuisine avec une sorte de dédain aristocratique. Le repas était simple, poulet rôti, pommes de terre, une salade verte. C'était délicieux. C'est vraiment bon, maman, dis-je, brisant le silence. Elle leva les yeux, surprise, et un petit sourire sincère toucha ses lèvres. Merci, Alexander. Après avoir terminé, elle disparut dans la cuisine et revint avec un petit livre relié en cuir. Il était vieux, la couverture adoucie par l'âge, les pages tachées et cornées. J'ai trouvé ça quand nous emballions les affaires de la vieille maison, dit-elle, en le plaçant sur la table devant moi. C'était son livre de recettes, celui qu'elle utilisait constamment quand j'étais enfant, avant que la poursuite du statut n'ait remplacé la joie des choses simples. Ma gorge se serra. Le chef Michel a commencé la tarte au citron meringuée qu'elle a faite? Ma mère termina pour moi, ses yeux fixés sur la nappe. La recette est ici. C'était toujours ta préférée. Je ne pense pas que je l'ai refaite une seule fois depuis le jour où tu es parti. Ce n'était pas des excuses. C'était une confession. Une petite fenêtre entr'ouverte sur une partie d'elle que je pensais morte depuis longtemps. C'était un aveu de perte, une reconnaissance tranquille que mon absence avait été un trou dans sa vie, un trou qu'elle avait passé des années à tapisser d'engagements sociaux et de vêtements de marque. Nous sommes restés avec cette vérité fragile pendant un moment. Puis j'ai vu un regard familier briller dans ses yeux. C'était le vieux scepticisme, la croyance profondément enracinée que tout, même la gentillesse, devait avoir un prix. Alexander, dit-elle, sa voix revenant au ton formel qu'elle utilisait quand elle était mal à l'aise, je ne comprends toujours pas tout à fait. Toutes ces années, le loyer du cabinet, les factures d'hôpital, nous avons été horribles avec toi. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu voulais de nous? La question ne piquait pas comme elle l'aurait fait il y a 1 an. Je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. Je l'ai juste vue pour ce qu'elle était, une femme tellement habituée à un monde de transactions qu'un acte d'amour inconditionnel était, pour elle, une erreur logique. Je tendis la main par-dessus la table et posai la mienne sur la sienne. Sa peau était fine, comme du papier. Je ne voulais rien, dis-je doucement. Je l'ai fait parce que tu es ma mère, et il est mon père. Je l'ai fait parce que c'est ce qu'un fils fait, même quand ses parents ont oublié ce que cela signifie d'être parent. Des larmes montèrent et coulèrent sur ses joues. Ce n'étaient pas les larmes dramatiques et performatives de la fête. C'étaient des larmes silencieuses et sincères de regret, de compréhension. À ce moment-là, je pense qu'elle m'a enfin vu, pas M. Sterling le milliardaire, pas Alexander la déception, juste Alex, son fils. Ce n'était pas une réconciliation parfaite comme dans les livres d'histoire. Notre famille était toujours une chose fracturée. Mais pour la première fois, les pièces semblaient pouvoir un jour s'emboîter à nouveau, formant quelque chose de nouveau,
quelque chose de cicatrisé peut-être, mais quelque chose d'honnête. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. Aujourd'hui, je suis de nouveau dans mon bureau. Cela fait plus d'1 an depuis cette fameuse fête de départ à la retraite. La ligne d'horizon à l'extérieur de ma fenêtre est la même, un panorama époustouflant d'acier et de verre, mais ma vision de celle-ci a changé. Je ne la vois plus comme une collection d'actifs au bilan. Je la vois comme une ville pleine de maisons, de gens, d'innombrables histoires qui se déroulent simultanément. Sur le coin de mon vaste bureau en marbre, niché entre un écran ultramoderne et une pile de rapports financiers, se trouve un petit livre de recettes taché. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Mon téléphone sonne avec un nouveau message. Je le prends. Il y a une photo de ma mère. Elle la montre avec mon père debout sur la terrasse de la villa en Toscane. Il ne pose pas pour la caméra. Mon père a son bras autour d'elle, et ils regardent tous les deux les collines ondoyantes, un sourire partagé et paisible sur leur visage. La légende en dessous est simple, merci, mon fils. J'ai toujours la société. J'ai toujours la richesse. Mais la signification de ces mots a été fondamentalement réécrite pour moi. La richesse n'est pas le nombre sur mon compte bancaire. C'est la force de fixer une limite et la grâce de construire un pont. Le pouvoir n'est pas de contrôler une salle de réunion. C'est contrôler mes propres réactions, choisir la compassion plutôt que la vengeance. La porte de mon bureau s'ouvre, et Daniel Cooper entre. Il est plus grisonnant maintenant, mais ses yeux sont aussi perçants que jamais. Il siège officiellement au conseil d'administration de ma société, mais son vrai titre sera toujours celui de mentor. Il me rejoint à la fenêtre. Ça ne vieillit jamais, n'est-ce pas, dit-il, en hochant la tête vers la vue. Non, ce n'est pas le cas, je suis d'accord. Il me tape sur l'épaule d'une main chaleureuse et lourde. Tu te souviens de cette leçon que je t'ai martelée dans ton crâne épais il y a toutes ces années sur le fait de te défendre? Je souris. C'est difficile à oublier. Bien. Il me rend mon sourire, un sourire sincère et fier qui ressemble toujours à un cadeau. Parce que tu as découvert la leçon de m'être tout seul, n'importe quel imbécile peut construire une forteresse pour lui-même. Un homme sage construit une fondation pour les autres. Mes yeux dérivent vers un autre dossier sur mon bureau, un dossier rempli non pas de contrats, mais d'essais et de transcriptions. C'est le dossier de candidature pour la première promotion d'étudiants bénéficiant du Mitchell & Cooper Hospitality Fund, une bourse complète que j'ai créée pour les enfants issus de milieux défavorisés qui veulent entrer dans l'industrie, les enfants comme je l'étais, les enfants avec un feu dans le ventre et un monde leur disant qu'ils ne sont pas assez bons. Je prends la première candidature. Elle vient d'une jeune femme d'une petite ville de l'Ohio. Elle veut être conceptrice d'hôtels. Son essai explique comment elle pense que les hôtels peuvent être plus que de simples bâtiments. Ils peuvent être des lieux de refuge, de célébration, de mémoire. Elle écrit qu'elle esquisse des projets d'hôtels dans son cahier depuis l'âge de 12 ans. J'ai l'impression de lire une page de mon propre journal intime. J'écris « Approuvé » en grosses lettres en haut de son dossier. Je regarde la vieille photo de famille sur mon bureau. Pendant des années, tout ce que je voyais, c'était de la déception et du jugement. Maintenant, je la vois différemment. Je vois la peur dans les yeux de mon père, l'anxiété dans ceux de ma mère, l'insécurité profonde dans ceux de mon frère. Je vois des personnes imparfaites et brisées qui ont fait de leur mieux avec les outils dont elles disposaient. Cela n'excuse pas la douleur qu'ils ont causée, mais cela me permet de la comprendre. Et dans cette compréhension, je trouve une paix tranquille. Je comprends enfin. Tout le voyage de 10 ans, la douleur, la lutte, le succès solitaire. Il ne s'agissait pas de prouver à ma famille qu'elle avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'étais digne, digne de respect, digne de mes propres rêves, digne d'une vie construite selon mes propres conditions. J'ai construit ma propre table, brique par brique douloureuse. Et maintenant, j'ai la joie profonde et tranquille de décider qui peut s'y asseoir avec moi. Et c'est une richesse qui dépasse toute mesure. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a trouvé un écho en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû vous battre pour être vu pour qui vous êtes vraiment? Je serais honoré de lire vos expériences. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre.